Everbridge est heureux de vous présenter l'émission Parcours. Bonjour, le parcours des directeurs sécurité nous dit quelque chose du cours de la sécurité globale. C'est pour ça que dans cette émission, nous retraçons leur voie professionnelle. Il sentait bon le sable chaud, puis il a posé le képi blanc sans jamais oublier Cameron. Il s'est évanoui dans la nébuleuse du renseignement, dont il nous parlera peut-être un peu, pour réapparaître au sein de IN Group, ex-imprimerie nationale, comme directeur cyberdéfense et sûreté. Nicolas Brandt, bonjour. Bonjour Alexandre. Merci beaucoup d'être sur le plateau d'Anews Sécurité. J'entame toujours cette émission en essayant de savoir d'où sont originaires mes invités. Vous venez d'où ? Du nord de la France. Ouais. J'ai grandi jusqu'à l'âge de faire mon service militaire, qui m'a fait découvrir le milieu militaire. J'ai grandi dans le nord de la France et finalement, je n'ai plus que dans le cadre de mon activité actuelle y retourner. J'ai habité à pas mal d'endroits, dans le sud de la France, en Asie, en Afrique. Et j'avais eu très peu d'occasions, puisqu'il se trouve que l'essentiel de ma famille est dans le sud de la France, j'avais eu très peu d'occasions de renouer avec le Nord. Et entre autres intérêts, IN Group m'a permis de renouer un peu avec la région de mes origines. Alors, est-ce que durant votre enfance, votre adolescence, il y avait déjà un objectif professionnel, un rêve ? Non, au contraire, d'ailleurs, moi, vraiment, comme je le disais à l'instant, c'est le service national qui m'a ouvert les yeux. J'y suis allé pour me dégager des obligations militaires, je n'avais pas du tout de conviction de ce point de vue-là. Service militaire qui durait combien de temps à l'époque ? C'est une bonne question. Je crois qu'il était encore à 1 an à ce moment-là, il me semble. C'était en 85. Et j'avais aucune conviction de ce côté-là. Je suis pas du tout d'une famille de militaires et je voulais m'en débarrasser pour justement pouvoir me lancer dans une activité professionnelle que franchement je ne cernais pas très bien à l'époque. Et à la grande surprise de tout le monde, notamment de ceux avec qui je vivais à l'époque, j'ai été très séduit. Et par quoi ? Par l'esprit de l'armée ? Durant ce service, c'était où ce service militaire ? Alors j'ai choisi à l'époque, tout à fait fortuitement, de faire un peloton d'élèves officiers de réserve, qui était une formule particulière qui permettait de faire un service militaire d'officier appelé. Ouais. Et donc je me suis retrouvé à faire une scolarité de préparation très brève, très intense, je dois le dire. Sportif ? Ouais, sportif. 3-4 mois, 4 mois précisément, qui se tenait à Couët-Quidon. D'accord. Destiné à l'infanterie motorisée. Et ça m'a plu d'emblée. La première semaine, peut-être pas, mais au bout de 3 semaines, j'avais déjà une conviction qui commençait à naître sur le fait que j'avais vraiment envie de me lancer dans une carrière militaire, ou au moins de juger sur pièce, en corps de troupe, ce que ça allait donner. Donc c'est à partir du service militaire qu'est née cette envie d'intégrer l'armée, comme quoi le service militaire, ça manque aujourd'hui. Ça pourrait peut-être créer des vocations chez certains jeunes. Très clairement, moi je suis le produit de ça, je dois le reconnaître, même si je ne perds pas de vue que le service militaire a aussi des inconvénients, pose aussi des questions en termes de coûts, en termes d'infrastructures, en termes d'image de l'armée. Ouais. Aujourd'hui, il me semble qu'avec la professionnalisation de l'armée, on a une sectorisation, pardon pour l'anglicisme, mais une dédication à l'objectif qui est mieux comprise de notre société. Plutôt qu'un service militaire qui, pour beaucoup, était vécu comme une contrainte et qui était de moins en moins égalitaire. Et donc, il y a un équilibre, mais effectivement, moi, je suis un pur produit du service militaire. Et donc, dès que vous terminez votre service militaire, tout de suite, vous décidez de vous engager ? Précisément, à l'époque, il y avait des mécanismes divers de service militaire allongés. Et ensuite, après ce volontariat pour le service long, j'ai été officier sous contrat. Et j'ai très vite cherché, puisque ma conviction était faite, très vite cherché à intégrer une école d'officier, de façon à être un officier d'actif, un officier de carrière. D'accord, donc vous intégrez quelle école d'officier à ce moment-là ? L'école militaire intérim, qui est elle aussi basée à Couët-Quidon. Ouais. Et sortant de cette école, c'est là que j'ai choisi. Vous décidez de vous engager dans la Légion étrangère. Ouais, ce qui est étonnant qu'effectivement, quand on n'a pas forcément de parents ou de grands-parents issus de l'armée, de choisir la Légion, c'est en 92. Vous engagez dans la Légion étrangère au 2e REI, qui est le 2e régiment étranger d'infanterie, qui est situé à Nîmes. Vous êtes lieutenant-chef de section de combat. Alors pour moi, c'est l'un des plus extraordinaires corps d'armée qui, tout en mêlant efficacité et mystère, a quand même marqué l'histoire du combat et de combat héroïque, à commencer par Cameron, on en parlait tout à l'heure, mais aussi Dien Bien Phu, Kolwezi et plus récemment la Côte d'Ivoire, le Tchad et l'Afghanistan. Donc vous, c'est quoi ? Ce sont les valeurs de la Légion qui ont été importantes dans votre choix ? Très franchement, je crois que j'ai d'abord construit une image un peu puérile de la Légion quand j'étais officier. Mais très vite, dès que j'ai pris contact en fait, avec l'unité qui m'a été confiée, avec mon grade de lieutenant à l'époque, puisque je tiens à le préciser, je n'ai pas porté le képi blanc, j'ai rejoint comme officier, voilà. Et mais très vite, c'est la dimension humaine qui m'a
C'est lui qui m'a un peu fasciné. La fraternité. Oui, la richesse des personnes, des parcours absolument incroyables entre les sous-officiers et les légionnaires que j'ai été amené à fréquenter. Des gens d'un engagement total, avec des vraies vertus, cet esprit de famille, pour la France. En traversant des difficultés, par exemple, très concrètement, c'était dans les années 90, donc à la pleine époque des événements de Yougoslavie. Exact. Et c'était étonnant, enrichissant d'observer les ex-yougoslaves cohabiter entre eux au sein d'une unité de Légion étrangère et se comporter comme des frères. Ouais. C'est une leçon. C'est une leçon. Et il y a aussi quelque chose de formidable à la Légion étrangère, c'est la diversité des parcours des personnes qui vous conduisent à rencontrer des garçons qui parfois ont eu de la vie très dure et qui n'ont pas eu la possibilité, dans des pays parfois très éloignés, d'être scolarisés, d'avoir un bon niveau d'études, ce qui ne les empêche pas d'être intelligents. Ouais. Mais vous cohabitez aussi avec des gens qui avaient une très belle situation et qui, pour des raisons qui leur appartiennent, ont décidé de se lancer dans l'aventure. Et tout ça crée un amalgame qui est très puissant. La Légion leur donne une chance et ils la saisissent. Oui, exactement. Alors le deuxième REI, à cette époque, où est-ce qu'il intervient, sur quoi il intervient d'ailleurs? Bon, l'événement majeur, et en tout cas dans ce qui m'a concerné moi, c'est les événements qui se tenaient en Bosnie, et particulièrement on était juste au lendemain, au moment où on est intervenu, au lendemain de la prise d'otage du pont de Verbania et de décisions très fortes qui avaient été prises par le président Chirac à l'époque et qui ont conduit d'ailleurs aux accords de Dayton. Ça, c'est certainement le point culminant des engagements opérationnels que j'ai connus dans le cadre de la Légion, mais la Légion, au même moment, c'était un peu d'Asie, dans le cadre de la PRONUC, en particulier au Cambodge, et beaucoup d'Afrique. Il y avait des tas d'événements en Centrafrique, au Tchad et ailleurs qui conduisaient à des missions assez fréquentes, assez régulières, et c'est l'époque aussi des événements au Rwanda auxquels je n'ai pas participé, mais voilà. Est-ce qu'on peut parler lorsque vous rentrez à la Légion, de vos premières missions, mis à part la corvée de patates? La corvée de patates à la Légion, c'est quelque chose de très important parce que la vie est dure, mais la gamelle est sûre. Et donc, c'est confié à des gens responsables qui font ça très très bien et dont c'est le métier. Très vite, il y a d'abord un problème d'appréhension de tout ce qu'on attend de vous, de compréhension. Il y a beaucoup de choses à comprendre, à saisir. C'est quand même assez particulier. La moyenne d'âge n'est pas la même que dans le reste de l'armée. Les gens sont plus âgés, sont plus exigeants. Un certain nombre d'entre eux, parfois beaucoup d'entre eux, sont d'anciens soldats, parfois d'anciens officiers. Et donc, il faut tout de suite se placer à hauteur et comprendre l'exigence à laquelle on est soumis. En termes d'opération, la Légion applique très bien les règles qui s'appliquent dans toute l'armée française. Et donc, de ce côté-là, je n'étais pas particulièrement déstabilisé. Mais après, c'est sur le plan des échanges interculturels que j'ai appris énormément. Et ça m'a servi. Oui, et ça m'a servi toute ma vie. Parce que, on ne se contente pas à la Légion de donner un ordre, de claquer des doigts, on va éplucher les pommes de terre, ça ne se passe pas comme ça. Il y a vraiment une relation où on se jauge, on se comprend, on se respecte. Et donc, j'ai énormément appris dans ce domaine-là. Et quand on veut respecter un collaborateur, un subordonné qui est turc, un autre qui est américain, un autre qui est anglais, il faut s'imprégner un peu de sa culture et comprendre au moins les grandes lignes de son mode de fonctionnement. Ça me sert toujours aujourd'hui, d'ailleurs. Vous avez passé 5 ans au 2e REI? Oui, c'est ça. Ouais. Ensuite, vous rejoignez pour 2 ans comme commandant le 13e DBLE, enfin la 13e, puisque c'est la demi-brigade de Légion étrangère qui est née en 1940, qui fera la plupart des campagnes majeures de l'armée française lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est ça? Oui, tout à fait. J'ai commandé une compagnie de combat. J'étais à l'époque donc dans la responsabilité de capitaine-commandant. Et donc, posté à Djibouti à l'époque. Posté à Djibouti, oui. Ce qui n'a pas toujours été le cas et ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Exactement, exactement. Et d'ailleurs aujourd'hui, la 13e DBLE, après un parcours, je dirais, riche, a été complètement reconstituée dans un très beau régiment de combat que j'ai eu l'occasion de visiter il n'y a pas très longtemps et qui est basé au Larzac et qui donc est à proximité de son camp d'entraînement. C'est pas le même climat, d'après ce que je comprends pas. On passe du chameau à la chèvre. Pas simple, pas simple. Alors justement, à l'époque, sur Djibouti, est-ce qu'on peut évoquer le type de mission que vous accomplissez? Bon, à l'époque, on était vraiment dans une logique stratégique de Djibouti, une espèce de porte-avions terrestre qui permettait à la France d'avoir des pions avancés dans la région et qui rayonnait dans les alentours.
Pour ma part, je n'ai pas été impliqué spécifiquement dans des opérations liées à ce rayonnement, mais on était dans un travail de présence sur tout le territoire djiboutien, en liaison avec les autorités djiboutiennes, et c'était une place d'entraînement absolument fantastique. On avait conçu à l'époque tout un système de formation autour d'un centre d'entraînement commando redoutable, avec des obstacles particulièrement nautiques, extrêmement sélectifs, et un peu comme la montagne, le désert, la forêt équatoriale, j'entends, la montagne sont des écoles de volonté, et on participe à l'aguerrissement profond de nos combattants par ces activités qui, en première approche, pourraient être considérées comme sportives, alors que c'est bien au-delà de ça. Et puis j'imagine que les difficultés du climat, du relief, etc., ça solidarise encore plus les équipes. Bien sûr, et bien sûr, puis un mode de vie particulier quand on est dans une unité, vivant en permanence à l'étranger, avec des légionnaires qui, comme vous, font 2 ans de séjour. C'est ça que j'ai connu, moi, à l'époque. C'était extraordinaire. Vous quittez la Légion en 99 ? C'est ça, oui. Pour quelle raison ? Vous aviez la possibilité de continuer ? De toute façon, dans le cadre de la gestion des carrières des officiers, le temps de lieutenant-capitaine consiste en une première partie de carrière, et ensuite, un deuxième temps apparaît autour d'activités soit en état-major, soit en école. Pour ma part, je me projetais pas très bien en état-major et pas très bien en école, et donc j'ai choisi une carrière un peu différente. Mais je n'ai pas quitté la Légion dans le but de rompre avec quelque chose qui ne m'aurait plus intéressé. Mais très clairement aussi, j'avais conscience que je quittais la Légion au moment où, de toute façon, je quittais les fonctions qui me permettaient d'être en contact direct avec les légionnaires, ce qui, pour moi, était quelque chose d'extrêmement important. Du fait de votre grade ? Oui, exactement. Les responsabilités tenues sont plus les mêmes, et il y a un éloignement qui s'installe mécaniquement. Et surtout à l'époque où j'étais vraiment pris dans cette partie et dans cette relation humaine, je sais que je me projetais mal là-dedans, et je me disais non, moi je veux être à leur contact et vivre avec eux, porter le même sac qu'eux, être dans les mêmes conditions de vie qu'eux, pour avoir cet échange dont je vous parlais tout à l'heure. Partager cet esprit de corps. Alors, direction le ministère de la Défense, comme officier de renseignement. Pourquoi ce choix ? Justement, en partie parce que je me projetais peut-être un peu moins, très franchement, en école ou en état-major, même si ce sont de très belles missions et extrêmement utiles pour le reste de l'armée. Et il se trouve que j'avais fait une rencontre au moment de l'école d'officier avec un camarade qui retournait servir là-bas et qui m'avait fortement impressionné. Et je ne l'avais pas oublié. Ses qualités humaines, physiques, son tempérament, sa finesse, un ami qui s'appelle Christian, il se reconnaîtra. Et je ne l'ai jamais oublié. Pendant mes 7 années à la Légion, j'avais gardé à l'esprit que dans cette unité, dans cette spécialité, on créait des personnes qui étaient particulièrement intéressantes. Et donc c'est comme ça que j'ai choisi de rejoindre la DGSE. Est-ce que justement le ministère de la Défense regarde un petit peu aussi dans les régiments un peu spécialisés type la Légion pour voir s'il n'y a pas justement des profils qui pourraient les rejoindre ? Comment ça s'est passé le transfert ? Très probablement, tout ça est organisé, géré dans une espèce de, j'appellerais ça un partenariat, c'est pas tout à fait le mot juste, entre une RH très spécifique dédiée à la DGSE et un fonctionnement du ministère de la Défense et de l'armée de terre en particulier, et tout ce monde se parle et échange. Et effectivement, après, on est convoqué à des entretiens, avec une évaluation psy notamment, et avec une dimension de sécurité qui échappe totalement. On ne sait pas exactement ce qui est étudié, comment. Et un beau jour, la décision tombe, c'est oui ou non, quoi. D'accord. Et moi, c'était oui. Alors, officier de renseignement, donc la nébuleuse du renseignement, qu'est-ce qu'on peut dire ? Parce que si on dit rien, les gens vont penser que c'était des renseignements téléphoniques. Donc ça ne va pas le faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur vos missions je ne vais pas rentrer dans le détail pour des raisons que tu comprends très bien, mais sur le principe, en fait, j'ai eu la chance de dérouler un parcours qui m'a amené d'abord à un travail d'analyse sur du renseignement brut qui était collecté par des capteurs, pour reprendre l'expression qui est consacrée, capteurs humains, techniques, capteurs opérationnels, ou le fruit de coopération avec des services partenaires. Et le rôle de l'analyse dans tout ça est de synthétiser, de rédiger ça à peu près proprement dans un document opérationnel et intelligible qui va être remis aux destinataires qui sont concernés et que ça intéresse. Et en parallèle, j'ai préparé le concours d'entrée à l'école de guerre. J'ai été affecté dans mes premières activités de recherche et de mission, sur lesquelles je ne m'étendrai pas davantage, mais qui portaient sur à peu près le même sujet, qui m'ont amené cette fois-ci, et qui m'ont amené à moi-même être un capteur humain, au service d'un analyste.
J'ai rejoint l'école de guerre pour la scolarité qui correspondait à ma réussite au concours. Et j'ai eu la chance d'être récupéré à nouveau en sortie. Dans ma génération, nous étions plusieurs à avoir réussi le concours et on savait qu'on n'allait pas tous revenir. Bon, moi, j'ai eu cette chance. Et là, j'ai tenu une responsabilité de coordination. J'ai tenu ensuite une responsabilité en poste extérieur, pardon d'être un peu elliptique. Hein. Et après ça, j'ai été encore plus elliptique. J'ai pris la tête d'un service opérationnel pendant 5 ans. Pour finalement prendre la responsabilité de directeur adjoint des opérations et de chef d'état-major de la direction des opérations jusqu'en 2016. Peut-être indiscret, mais est-ce qu'à un moment vous avez travaillé sous légende? Ça a pu arriver, ouais. Ça restera dans la légende. En 2017, vous entrez chez IN Group, après 17 ans de bons et loyaux services au ministère de la Défense. Et si on cumule tout, y compris le temps de service militaire, etc., 31 ans. 31 ans, en tenant compte des scolarités, etc. D'accord. Mais dans le renseignement, 17 ans, je crois, au ministère de la Défense. Oui, c'est vrai, exact. Exact, je ne l'avais même pas... Et donc là, vous passez carrément dans le privé. Oui. Pourquoi ce choix? C'est intéressant votre remarque sur les 17 ans, parce que précisément, moi, ce que j'avais observé, je vous le répète, c'est important dans mon petit parcours personnel, mais je ne suis pas d'une dynastie militaire et je ne me projetais pas spécifiquement là-dedans. J'ai eu énormément de chance, en fait, j'en ai bien conscience. La Légion, la DGSE ensuite. Vous l'avez finalement cette chance quand même. J'ai fait une quinzaine d'années dans les forces, scolarité comprise, une quinzaine d'années dans les services, et donc à cette époque-là, je me suis dit, bon, j'ai 50 ans, j'aurais pu continuer et rester, notamment dans le service auquel j'appartenais. Hein. Si je sors maintenant, je vais pouvoir réellement m'investir et m'impliquer dans une activité dans le monde privé, alors que si j'attends encore un peu, ça va être très différent et à mon avis beaucoup moins intéressant. Et c'est comme ça que j'ai pesé le pour et le contre et j'ai décidé de partir. Et puis, un petit peu pour reprendre une plaisanterie que j'avais avec un camarade à l'époque, j'ai eu beaucoup de chance aussi dans les postes que j'ai pu tenir et quelque part je voulais pas tarir tout ça, quoi. Je voulais rester, partir sur la meilleure impression et donc la plaisanterie qui est très vaniteuse, hein, mais sortir comme un sportif de haut niveau qui sort sur une victoire. Exactement. Tout à fait. Alors, IN Group, c'est l'ancienne imprimerie nationale, hein, partenaire de l'État français depuis quand même près de 500 ans. C'est historique, qui a changé de dimension et qui prône l'identité comme droit fondamental, qui accompagne les États dans l'exercice de leur souveraineté pour protéger l'identité des citoyens, préserver l'intégrité des entreprises. Vous proposez des solutions d'identité et de services numériques sécurisés à la pointe de la technologie, qui intègrent de l'électronique, de l'optique et de la biométrie. Exactement, exactement. Excellente photo. Quand j'ai rejoint IN Group, je n'ai pas forcément mesuré que je rejoignais deux mondes différents. Il y a le premier qui ne m'a pas surpris, qui était celui des documents d'identité et de voyage, où je m'attendais à la fabrication sensible et très protégée de documents, leur personnalisation ensuite, mais je n'avais certainement pas bien évalué et compris l'importance des services numériques, et en particulier des services de confiance numérique qui étaient portés par le groupe avec tous les enjeux que ça peut emporter. Vous y entrez comme directeur de la sûreté du groupe. C'est une création de fonctions à ce moment-là au niveau du groupe? Exactement. Exactement. En fait, le groupe a fortement évolué ces dernières années. Et pratiquement au moment où je l'ai rejoint, il était essentiellement composé d'un site industriel essentiel dans le nord de la France et d'un siège basé à Paris. Et donc, jusqu'alors, la sûreté était portée par celui que j'ai été amené à remplacer dans les faits, que certains d'entre vous connaissent, hein, Robert Carpentier. Et Robert, lui, était basé à Douai, en charge de la sûreté du site de Douai, rendant bien entendu des services au groupe dans la limite du possible. Mais très clairement, quand le président-directeur général actuel, Didier Trutt, a pris la décision de me recruter, il m'a chargé immédiatement de donner une amplitude groupe à cette activité, parce qu'entre-temps, une filiale était apparue et il fallait la prendre en compte dans la politique d'ensemble. Il fallait aussi se pencher sur la sécurisation du business à l'export, qui devenait croissante, avec des expatriés, avec des voyageurs d'affaires nombreux. Et ça a été aussi une occasion, en complément de ce qui est porté par le directeur des relations institutionnelles, hein, mais de donner du corps à la relation institutionnelle avec les professions en tenue, qui est un sujet important pour nous aussi, puisque nous avons une responsabilité dans ce domaine, en particulier dans le domaine de lutte contre la fraude documentaire. Bien sûr.
Alors, en lien avec ce qu'on va aborder dans quelques instants et l'évolution de votre carrière chez IN Group, c'est qu'en parallèle, en 2018, vous suivez la première session nationale souveraineté numérique et cybersécurité à l'Institut des hautes études de défense nationale. Est-ce que c'est parce que vous sentiez que les conflits allaient se déplacer du réel terrain à l'impalpable cloud et que finalement la cyber c'était le futur aussi des conflits? Oui, c'est exactement ça, et même le président du groupe, Didier Trutt, avait lui-même aussi identifié ça, parce que très clairement, comme globalement la question de sûreté au niveau groupe s'était bien déroulée, il a été décidé d'adjoindre dans le périmètre de mes responsabilités toute l'activité de sécurité des systèmes d'information. C'est une option assez intéressante parce que fondamentalement, en fait, ce qui a été décidé stratégiquement au niveau du groupe, c'est de rassembler toutes les luttes contre les malveillances. Très clairement, la sécurité, la prévention des accidents n'est pas dans le périmètre. On ne parle que de lutte contre les malveillances, autrement dit le vol, le sabotage, l'atteinte aux personnes, parce que finalement, c'est le trait commun entre la sécurité physique classique des sites, la sûreté physique classique des sites, et la sécurité informatique. Un ordinateur n'est pas malveillant en soi, c'est bien l'opérateur qui l'utilise, qui éventuellement le programme, mais qui en tout cas lui fait faire des actions à des fins de vol, de sabotage. Par exemple, le cryptolocking de données est spécifiquement une action de sabotage, comme la défiguration d'un site, ou d'atteinte aux personnes, sur le répétationnel, les menaces, etc., tout ce qu'on peut connaître. Et donc, cette décision a été prise. Au même moment est apparue cette session qui était tout à fait essentielle, tout à fait en cible des responsabilités qui allaient m'être données. Et d'ailleurs, vraiment, c'est un excellent souvenir et ça a apporté beaucoup à ma capacité à apporter ma contribution dans cette activité en pilotant des équipes d'experts et en essayant d'apporter une réponse aux besoins du groupe, aux besoins de nos clients et aux menaces qui évoluent autour de nous en permanence. Depuis 2019, vous êtes donc directeur cyberdéfense et sûreté. Est-ce que, outre la formation que vous aviez suivie en 2018, vous aviez déjà des compétences, des appétences en cyber développées auparavant, peut-être dans le renseignement, entre autres? Sûrement un goût personnel dès l'enfance, que j'ai complètement mis entre parenthèses avec la carrière militaire que j'ai eue. Et puis aussi, peut-être... Dès l'enfance, il y avait... Oui. J'avais un 61-28 quand j'étais enfant. Je m'amusais déjà à faire un peu de code. Ah oui, mais alors à l'époque, c'était pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Hein. Ah non. C'était un Amstrad 61-28. Voilà. Effectivement. Mais ça m'était resté, et ça m'a toujours intéressé. Il y avait une fibre. Oui. En formation à Kouakidan, en école d'officier, il y avait de l'informatique, et à l'époque, j'avais eu beaucoup de plaisir. Bon, c'est une première chose, mais surtout... Et ça vaut aussi au domaine de la sûreté. J'ai été amené dans mes activités à être familiarisé avec l'ensemble de ces menaces, puisque c'est le cœur de la mission d'un service de renseignement aujourd'hui. Et donc j'avais cette partie-là, cette expérience-là qui aurait pu se décliner assez facilement et assez utilement pour le groupe. Et puis en plus, dans vos missions actuelles, et on est complètement dans le cadre du continuum, vous faites l'interface du groupe avec les services étatiques en charge de sûreté-sécurité, donc la SGDSL, l'ANSSI bien sûr, le service de renseignement, HFD, HFDS, les préfectures, et aussi les forces de l'ordre. Oui, tout à fait, parce que dans notre périmètre sûreté, comme toutes les grandes sociétés, on a décliné par rapport aux besoins, par rapport à nos responsabilités. Très clairement, nous sommes sur le segment spécifique du partenariat de confiance avec nos clients. Très clairement, ça oblige. Ce partenariat de confiance, il vise au travers de nos clients, qui peuvent être des ministères de l'Intérieur en France ou à l'étranger. Indirectement, c'est la confiance avec les usagers de ces titres qui est en jeu. Cette confiance, elle repose sur beaucoup de choses. La fiabilité du service, la qualité du produit, mais notamment aussi la protection des données, la sûreté des données, la sûreté des titres. Et pour ce qui est de la sûreté des titres, on est très naturellement amené à deux choses. D'abord, à être capable d'adapter en permanence à ce que j'appellerais l'état de l'art de la fraude documentaire, l'innovation que nous préparons pour le document suivant. Nous venons de sortir la nouvelle carte nationale d'identité. Elle comporte toutes les sécurités qui, aujourd'hui, sont de nature à compliquer la tâche des faussaires et des contrefacteurs. Mais j'imagine qu'il faut toujours s'adapter, parce que les faussaires ont toujours un temps d'avance. Bien sûr, la menace évolue en permanence, et de ce point de vue, on a mis en place un partenariat très, très fort, très dense, très actif, avec l'IRCGN de la gendarmerie, qui est au top de ces questions en matière de fraude documentaire, et avec la direction centrale de la police de l'air et des frontières, qui est au top de ce domaine-là pour ce qui est de la police. Et grâce à leur partage d'expérience, nous
conduisons, nous pilotons notre innovation pour sans cesse répondre aux nouveaux défis que nous apportent les faussaires. Deux questions, deux réponses rapides, parce qu'on est quasiment arrivé au terme de cette émission. Le temps passe très vite avec vous, mais c'est plutôt une qualité. Est-ce que justement le futur des directeurs sécurité, ça passe aussi par une meilleure qualification en cyber ? Je crois comprendre que le modèle qui consiste à rapprocher toutes ces luttes contre les malveillances du domaine physique et logique est repris par un certain nombre d'entreprises, en tout cas en France, et y compris des entreprises de grande taille et connues. Dans ce cadre-là, c'est incontournable. Après, très clairement, la menace cyber n'est pas la même pour tout le monde. Il y a ceux qui, comme nous, produisons des services numériques, et là, on est en première loge. Et ensuite, les entreprises qui utilisent Internet. Bien sûr. Et dans ce cadre-là, c'est un peu différent. Les enjeux existent, il faut être très prudent. Personne n'est épargné, mais voilà, on n'a peut-être pas une nécessité d'approfondir autant les sujets. D'accord. Pour terminer, je voudrais savoir quelles sont les qualités que doivent avoir les anciens, les ex des forces publiques pour réussir à s'imposer dans le privé. C'est une très bonne question, et d'ailleurs j'espère y répondre à peu près convenablement. C'est mon défi, en tout cas ça l'était quand j'ai rejoint, et ça l'est encore aujourd'hui. Je pense que on est sur une mission qui consiste à mettre en place un équilibre. La sécurité absolue, la sûreté absolue n'est pas de ce monde, d'une part. D'autre part, elle n'est pas la vocation profonde d'un directeur de la sûreté dans une entreprise. On est plutôt dans un curseur, un équilibre par rapport aux besoins de l'entreprise, par rapport à ses moyens également. On ne va pas ruiner le chiffre d'affaires du groupe dans des dépenses de sûreté somptuaires. Et donc, il s'agit en permanence... Mais pour faire ça, il faut vraiment intégrer complètement l'ensemble de l'activité, comprendre les process, comprendre les personnes, leurs enjeux, s'intéresser à tous les sites, leurs configurations, les législations locales qui éventuellement s'appliquent. Et là seulement, on peut commencer à apporter une réponse, je dirais, pertinente ou la plus pertinente possible à un problème qui est extrêmement complexe, face à une menace, comme vous le disiez tout à l'heure, qui est changeante et qui bouge tout le temps. Qui n'arrêtera pas de bouger. Merci beaucoup, Nicolas Brandé. Merci beaucoup, Alexandre. On était ravis de vous avoir sur le plateau de la News Sécurité. Merci beaucoup à Benjamin Souhaité à la réalisation et à la Dream Team Agora à la production de cette émission. On se retrouve très vite en attendant. Prenez soin de vous. Ciao. Everbridge a été heureux de vous présenter l'émission Parcours.